Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en en collaboration avec l'IGI, ce magazine mensuel d'économique. On essaye de vous parler d'économie le plus simplement possible. Et ce mois-ci, nous allons parler burn-out, anxiété, troubles du sommeil, perte de sens. C'est des mots qui ont longtemps été tabous dans la société. Et maintenant, ils font la une des médias. La santé mentale s'est imposée comme un sujet du débat public. Elle a même été déclarée grande cause nationale en 2025. Mais on parle des ados en souffrance, on parle des parents au bout du rouleau, de la santé des salariés qui sont épuisés, mais il y en a qui restent dans l'ombre, ce sont les chefs d'entreprise. Alors en 2026, qu'est-ce qu'on sait réellement de la santé mentale des dirigeants ? Pourquoi ça reste un sujet encore un peu caché ? Et surtout, comment éviter que la santé mentale ne se dégrade en même temps que la santé de son entreprise ? C'est ce qu'on va voir pendant une heure. RCF Vendée, Aubéry Métro. Et avant de recevoir nos invités, nous sommes avec Mathieu Marin. Bonjour Mathieu. Bonjour Aubéry. Vous êtes journaliste spécialisé en économie à l'IGI et vous allez décrypter un peu ce qu'on sait aujourd'hui sur la santé mentale des dirigeants. Déjà, quand on parle de santé mentale d'un dirigeant, on parle de quoi exactement ? Eh bien oui, Aubéry, commençons par rappeler ce que signifie la notion de santé mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Il ne s'agit pas d'un état figé, mais bien d'une recherche constante d'équilibre entre contraintes et ressources. Appliquée aux dirigeants, cette définition prend une dimension très particulière car la santé mentale conditionne directement sa capacité à décider, arbitrer, anticiper, manager et à tenir dans la durée. C'est précisément ce que met en évidence l'étude menée auprès de 670 dirigeants en 2025 par l'Institut Schwözel. Schwözel, c'est un laboratoire d'idées consacré aux questions économiques et aux relations internationales. Elle révèle une détresse psychologique largement répandue, encore mal prise en charge. Aubéry, savez-vous d'ailleurs que plus de 3 dirigeants sur 4 déclarent ressentir des symptômes de stress au moins une fois par semaine et plus d'1 sur 3 les ressent quotidiennement. Dans ce contexte, le lien entre santé mentale et performance est très clairement identifié. Pourtant, c'est là tout le paradoxe, on va l'évoquer. Moins d'un dirigeant sur 3 déclare avoir intégré la santé mentale comme un sujet de gouvernance. On sait que c'est un enjeu stratégique, mais il reste encore très peu structuré. Et quel a été l'impact de la crise du Covid ? Ça a accéléré, ça a révélé les fragilités qui pouvaient exister chez les dirigeants ? Très clairement, oui. Depuis 2020, les dirigeants ont traversé une succession de chocs rarement observés en un laps de temps assez court. Inflation, flambée des coûts de l'énergie, difficultés de recrutement et bien sûr, l'instabilité politique et les conflits géopolitiques. Les facteurs sont désormais bien identifiés, stress chronique, surcharge décisionnelle, solitude. Selon les données de l'Observatoire Amarok, créé par le professeur Olivier Torres, la part des dirigeants exposés à un risque élevé de burn-out est passée de 18% en 2019, donc avant Covid, à près de 70% en 2025. Autrement dit, en l'espace de 6 ans, le risque d'épuisement professionnel chez les dirigeants a été multiplié par 4. Ce qui est particulièrement marquant, c'est que cette fatigue psychologique ne touche pas uniquement les dirigeants d'entreprises en difficulté, elle persiste même lorsque l'activité se maintient, alimentée donc par le climat d'incertitude permanent. Et alors pourquoi est-ce que le dirigeant il concentre autant de pression, il est exposé économiquement, humainement et personnellement, si je vous écoute bien ? Eh bien oui, parce qu'un dirigeant porte une responsabilité globale, économique d'abord, avec la pression de la trésorerie, des charges, des investissements, humaine ensuite, avec la responsabilité des emplois, des équipes, du climat social, et personnel enfin, car son patrimoine financier est souvent engagé. À cela s'ajoute une réalité très forte, la solitude décisionnelle. Beaucoup n'ont personne avec qui partager les décisions les plus difficiles. Et toujours selon l'Institut Schwözel, plus de 2 dirigeants sur 3 déclarent ressentir une pression psychologique, même pendant leur période de repos. Dans ce contexte, Aubéry, certains chercheurs parlent d'un effet d'engrenage. Quand l'entreprise vacille, la santé mentale se fragilise. Et quand le dirigeant vacille, c'est toute l'organisation qui est fragilisée. Un engrenage qui amène parfois à la règle des fameux 3D, dépôt de bilan, déprime, divorce. Cette pression, enfin, il faut le dire, s'inscrit dans un contexte économique très anxiogène. En 2025, je le rappelle, la France a enregistré près de 70 000 défaillances d'entreprises, dont plus de 90% concernent des TPE-PME. Et dans ces structures, le dirigeant est souvent seul à bord,
sans relais ni filet de sécurité. La santé mentale était la grande cause nationale de l'année dernière, on en parle beaucoup, mais pourquoi est-ce que la prise de parole des dirigeants sur ce sujet-là, elle reste toujours aussi faible ? C'est vrai qu'on évoque souvent le bien-être et la santé mentale des salariés, il y a des personnalités médiatiques qui témoignent de plus en plus, des sportifs, mais finalement assez peu les chefs d'entreprise. Le dirigeant reste enfermé dans une figure d'infaillibilité et de maîtrise. Reconnaître une fragilité psychologique est encore perçu comme un risque pour l'image, pour les équipes ou pour les partenaires financiers. Résultat, la parole est contenue et la santé mentale reste absente des espaces de gouvernance. On parle chiffres, stratégies, risques financiers, mais très rarement fatigue décisionnelle, surcharge mentale ou perte de sens en comité de direction ou en conseil d'administration. Pourtant, il y a des chercheurs et des médecins qui n'hésitent pas, ils comparent les dirigeants à des athlètes de haut niveau. Oui, ils le décrivent le dirigeant comme un athlète de l'endurance. Interrogée dans le numéro 10 du mois de décembre, Anne Sauvager, professeure des universités en psychiatrie au CHU de Nantes, partage ce constat. Le dirigeant est un athlète de haut niveau. Comme tout sportif, il doit apprendre à récupérer, à doser son effort, à ne pas confondre endurance et surménage. Elle déclare que le cerveau finit par passer en sur-régime et quand la tête lâche, le corps suit. L'universitaire rêve d'un futur où les comités de direction, je vous le disais, suivront aussi des indicateurs de santé, le sommeil, l'équilibre, l'énergie. Un dirigeant en forme, c'est une entreprise en mouvement, car près d'un dirigeant sur deux ne dort pas suffisamment pour récupérer correctement et plus de 70% Aubry déclarent manquer de temps pour des activités personnelles. Le capital santé du dirigeant est ainsi identifié comme le premier actif immatériel de l'entreprise. Et au plus haut niveau de l'État, on en prend en compte, on les prend en compte sur ces sujets-là ou pas ? Le sujet progresse, mais encore timidement et de manière inégale. En août dernier, le gouvernement a lancé la première charte santé mentale et emploi aux côtés de l'Alliance pour la santé mentale. L'objectif affiché, il est clair, faire de la santé mentale un levier de performance durable et de bien-être collectif au-delà de l'obligation légale de santé et sécurité de l'employeur. Et dans le même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, la santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025, puis reconduite en cette année 2026. Les priorités portent sur 3 axes: déstigmatiser, prévenir et améliorer l'accès aux soins. Des campagnes de sensibilisation sont menées, des outils sont développés, notamment pour les salariés. Alors le constat que vous nous faites, Mathieu, il est assez accablant, mais quelles sont les initiatives, je suis sûre qu'il y en a, qui sont là pour protéger la santé mentale des dirigeants ? Oui, des premières pistes existent et elles sont déjà à l'œuvre sur le terrain, à l'échelle individuelle. D'abord, les études convergent sur quelques leviers simples mais efficaces. Reprendre une activité physique régulière, apprendre à mieux gérer son temps, accepter des temps de pause et de déconnexion, notamment la déconnexion numérique, et surtout ne plus rester seul face aux difficultés en s'autorisant un accompagnement extérieur. Il y a à l'échelle de l'entreprise également, cela passe par des pratiques de gouvernance plus collectives, déléguer davantage, structurer les prises de décision, créer des espaces de dialogue, former les managers à l'écoute active et intégrer la santé mentale dans la stratégie globale au même type que la performance économique. Et puis il y a un levier essentiel, les réseaux et les collectifs de dirigeants, des structures comme 60 000 rebonds accompagnent aujourd'hui des entrepreneurs après une liquidation ou une cessation d'activité pour leur permettre de se reconstruire humainement avant de rebondir professionnellement. Nous l'évoquerons aussi dans quelques instants, on peut citer le dispositif APESA pour prévenir le suicide des dirigeants en lien avec les tribunaux de commerce. Car on le sait, Aubry, derrière une entreprise qui tombe, il y a toujours un dirigeant en grande difficulté. Et d'ailleurs, comme le résume très bien Caroline Poissonnier, directrice générale du groupe Baudelet dans le Nord et fondatrice du mouvement Leaderskiff, c'est tout nouveau, pour aider les dirigeants à prendre soin d'eux. Un dirigeant qui prend soin de sa santé mentale réalise un investissement stratégique pour l'efficacité de son organisation. La question n'est donc plus de peut-on se permettre de s'occuper de la santé mentale des dirigeants, mais bien peut-on encore se permettre de l'ignorer ? En conclusion, et je termine par cela, ce n'est ni un sujet marginal, ni un sujet individuel. Prendre soin du dirigeant n'est donc pas un luxe, mais une condition de la pérennité d'une entreprise. Un enjeu de gouvernance, un enjeu économique, un enjeu humain pour éviter que la santé mentale du dirigeant ne se dégrade en même temps que la santé économique de son entreprise. Entreprendre reste une aventure exigeante et il faut bien le rappeler, ô combien passionnante tout de même, à condition de lever le tabou qui entoure encore la santé mentale de nos dirigeants. Merci Mathieu pour toutes ces précisions et pour parler de ces sujets, nous avons autour de la table dans le studio 3 invités qui sont très engagés avec des expériences différentes sur justement ce sujet de la santé mentale. Christelle Nolot, bonjour. Bonjour Aubry. Vous êtes coach, vous êtes formatrice professionnelle spécialiste dans l'accompagnement des dirigeants et des équipes. Vous êtes co-gérante aussi d'une société avec votre mari, Hervé Nolot, à Luçon. On va en parler, vous avez vous-même vécu un burn-out et c'est pour ça que vous avez décidé d'accompagner aujourd'hui les dirigeants. Nous sommes aussi avec Laure Rothureau, bonjour.
Bonjour Aubéry. Vous êtes co-gérante de Sofarep, vous êtes membre de la CPME, élue à la CCI Vendée, investie dans ces sujets de la santé mentale du dirigeant parce que vous-même, vous avez été touché par ce sujet. Et Michel Caillé, bonjour. Bonjour Aubéry. Vous êtes président d'APESA, le dispositif qui lutte contre le suicide des dirigeants dont Mathieu a parlé. Vous êtes aussi juge-commissaire au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Des entrepreneurs en difficulté, vous en voyez très régulièrement. On va aussi parler de ce regard peut-être un peu plus extérieur avec vous. J'aimerais qu'on revienne à ce moment du décryptage de Mathieu, quand il nous disait que la situation s'était dégradée depuis le Covid. Je vous ai tous vu faire « Ah oui, ça c'est sûr, c'est vrai ». Laure, vous avez constaté ça que depuis 2020, c'est de plus en plus compliqué ? Oui, c'est de plus en plus compliqué. Et je dirais que finalement, même si je reprends, c'est une entreprise familiale que j'ai repris avec mon frère. Et mon père a toujours été chef d'entreprise. Et en fait, j'ai 51 ans aujourd'hui. Et en fait, je vois l'évolution entre ce que vivaient mes parents à l'époque en tant que chef d'entreprise et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui au quotidien. Quoi comme évolution ? La complexité administrative dans tous les niveaux. Il y avait beaucoup plus de simplicité à entreprendre il y a ne serait-ce que 20 ans par rapport à aujourd'hui. Et le Covid, effectivement, a peut-être fait mettre un mot sur ce qu'on appelle aujourd'hui la santé mentale, qui n'était pas forcément un sujet avant Covid dont on entendait parler. Mais avec peut-être effectivement une petite pointe de dire cette santé mentale, elle a été un peu généralisée dans la société, beaucoup aussi au niveau des salariés, mais on a oublié, je pense, le chef d'entreprise. Christelle, vous avez vécu cette situation d'explosion, j'ose employer ce mot-là dans votre parcours. Racontez-nous, alors brièvement, je sais que ça va être compliqué, mais quels ont été les signes qui vous ont dit « Oh là, ça commence à mal aller ». Alors, disons que ça vient, c'est un stress chronique qui s'installe. Et donc, ça met des années, en fait. Ça vient par des petits signes qu'on n'écoute pas, du corps, de la tête, des réveils nocturnes, et puis après, ça s'empire. Moi, j'ai eu des problèmes cardiaques, j'ai eu divers problèmes. Et à la fin, un jour, je pouvais plus me lever, tout simplement. J'arrivais juste à me lever pour aller aux toilettes et puis pour manger, et me laver, c'est tout. Je pouvais plus aller au travail. À un moment donné, le corps, il dit stop. Et là, je fais du développement personnel depuis 25 ans, donc je me suis dit, oh là là, c'est grave. Tu fais peut-être un burn-out. J'ai lu des bouquins là-dessus des années avant. Je suis pas médecin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé mon médecin, simplement. Et j'ai pris rendez-vous. Et là, il a été formel. Mais là, vous n'allez plus au travail. Vous ne retournez pas au travail tout de suite. C'est pas possible. Et moi, première réaction d'une chef d'entreprise, mais c'est pas possible, c'est mon bébé, il faut que ça tourne. Et si c'est pas fait, mais qui va s'en occuper ? Et mon équipe, alors oui, il y a mon associé Marie, mais j'ai des tâches à réaliser, etc. Donc la première réaction, c'est non, c'est pas possible. On veut y aller. Et sauf que là, il m'a regardé, il m'a dit, mais là, vous y allez, après c'est l'hôpital. Ça met une claque. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, il me suis arrivé ça, j'ai même eu un accident de voiture, enfin voilà. Je me suis dit, arrête, ça suffit, quoi. Ça suffit. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'il ait fallu aller aussi loin ? Et votre cas, il est très, très loin d'être isolé. On a vraiment l'impression que tant que le dirigeant ne peut pas, peut encore sortir de son lit, il va continuer à y aller. Oui, c'est ça. En fait, pour tout vous dire, j'avais déjà lu des ouvrages sur les dirigeants qui tombaient malades qu'en vacances. Alors ça me faisait rire avant que je sois dirigeante, parce que je me disais quand même, c'est pas possible. Je l'ai vécu. Les premières années, moi et mon mari, on était malades, je vous le donne en mille, qu'aux vacances. Et on prenait une semaine à Noël. À chaque fois, j'avais une gastro. Alors là, ma famille était morte de rire. Mais c'est quand même, le dirigeant s'autorise à être malade inconsciemment que pendant les vacances. Mais c'est grave quand même, le poids du mental sur le corps. Donc ça, pendant des années, ça a été comme ça. Et puis, qu'est-ce qui fait que c'est notre bébé, c'est nos tripes. On porte tout. On l'a dit tout à l'heure, on porte l'économie, on porte l'humain, on porte tellement de choses et on est fier de ça. Chaque dirigeant est fier de porter son équipe, de servir ses clients, etc. Donc pour nous, c'est au-delà de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on va jusque-là. Et aussi, il y a l'inconscient collectif qui dit que un chef d'entreprise, ça doit être fort. Vous savez, les super-héros, super-héroïnes. Sauf qu'en vrai, un chef d'entreprise, il est tout sauf ça. Ça reste un humain comme les autres, avec des limites, des émotions,
bien qu'il essaye de le cacher, ou elle essaye de le cacher, et je me mets dedans, parce que je l'ai fait pendant des années. Sauf qu'il faut garder notre humilité d'homme et de femme, quel que soit l'entrepreneur qu'on a en face de nous, quel que soit son parcours, il a autant de risques qu'un autre d'être en épuisement professionnel. Et les chiffres évoqués par Mathieu sont édifiants. Et donc, c'est vrai qu'on sollicite, on est très... moi, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'une société qui prend soin que d'une partie de ses forces vives ? Les salariés, c'est super, et il faut en prendre soin, je suis d'accord. Mais tous ceux qui encadrent, parce qu'il n'y a pas que les dirigeants, il y a les encadrants aussi, qui ont des responsabilités. Tous ces gens-là, on s'en occupe pas. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, oui, ils ont choisi leur poste, ils ont choisi la responsabilité, mais les salariés aussi, ils ont choisi d'être salariés. Donc, ils ont choisi aussi d'avoir une hiérarchie au-dessus. Donc, quel que soit le rôle, on a choisi effectivement, mais on a le droit de travailler dans l'épanouissement de soi, dans le respect de soi. Et je pense que notre société a travaillé là-dessus. Et pour moi, il n'y a pas de clivage. On reste des êtres humains, quelle que soit la stature, et on a tous droit à la reconnaissance d'un mal-être. Et moi, vraiment, je milite pour ça, pour briser ce tabou des chefs d'entreprise qui pour eux, non, je dois montrer que je suis fort, etc. Moi, je l'ai fait, j'ai essayé, mais je me suis mangé des claques. Et ça marche pas. Et je l'ai caché à mon équipe parce que j'avais honte. Voilà. Et sauf qu'un jour, je me suis fait accompagner par mon médecin. Il m'a dit, il faut vous faire accompagner. Donc, je me suis fait accompagner. Je me suis remise en question. J'ai repris des études. Et un jour, quand j'étais prête, j'ai parlé à mon équipe. Je leur ai dit, voilà, il s'est passé ça en telle année. Et là, ils ont fait, ah ouais, on comprend mieux. Et j'ai eu du soutien. Le dirigeant a le soutien de ses équipes. Je parle des dirigeants de proximité. Forcément, je parle pas des grands groupes très, très, très grands, mais les dirigeants de proximité, les entrepreneurs, ils ont le soutien de leur équipe. Et parce ça, que ça peut expliquer, vous disiez, ça explique, c'est ce que disait Mathieu, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand le dirigeant va bien, l'entreprise, mais quand ça va mal, c'est ça aussi. Exactement. La santé du dirigeant, la santé mentale et physique et émotionnelle, tout ça, est étroitement liée à la santé de son entreprise. Et vice-versa, si l'entreprise va pas bien, ça va jouer sur la santé du dirigeant. Et si le dirigeant va pas bien, c'est la clé de voûte un peu de l'entreprise, toute l'équipe va le ressentir. Et le dirigeant, il peut le cacher, il peut cacher ses émotions, tout ça, mais il faut pas croire. Les gens, ils connaissent la personne. Ils savent qu'il y a un truc qui va pas. Et le pire que tout, c'est les non-dits. Parce que dans les entreprises, c'est des guerres de pouvoir qui se passent. Dans les non-dits, des interprétations et autres. Et du coup, c'est pire que tout. Parce que, mais qu'est-ce qui se passe ? La personne, le salarié peut se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ou qu'est-ce qui me reproche ? Ou qu'est-ce qui va se passer ? L'entreprise va fermer, t'as vu la tête qu'il fait ou qu'elle fait ? Il y a un vrai problème. En fait, ça vient... contrecarrer toute communication saine. Michel Caillé, on l'a dit, vous êtes président d'Apesa 85, c'est une association qui aide à lutter contre le suicide des dirigeants. Vous êtes aussi investi au tribunal de commerce. Quand vous voyez les chefs d'entreprise arriver au tribunal de commerce, généralement c'est que l'entreprise va économiquement pas très très bien. Est-ce qu'ils entendent qu'il faut aussi qu'ils prennent des dispositions pour leur santé et pas juste pour la santé économique de leur entreprise, les dirigeants que vous voyez ? Alors peut-être juste un point, tous les juges des tribunaux de commerce, nous sommes des entrepreneurs, actifs ou retraités. Alors moi bien sûr je suis passé du côté retraité, mais c'est quand même important de se rendre compte aussi de ça. Et donc effectivement... Vous savez de quoi vous parlez. Voilà, exactement, c'est de quoi on parle. Peut-être un point aussi, on a parlé de santé mentale, on n'est pas dans la maladie mentale. Qu'on soit bien d'accord. Et souvent, nous, ce qu'on voit au tribunal de commerce, ce sont des entrepreneurs qui ont des difficultés financières, et finalement c'est ce qui joue sur leurs difficultés psychologiques, donc sur leur santé mentale, puisque ça a été dit par Christelle et Laure, l'entreprise elle vous quitte jamais. Même quand vous dormez, même quand vous partez en vacances, moi mes salariés ils m'avaient offert un dessin de Gueuluc, du chat de Gueuluc. Et donc il avait sa bouée, il avait un cartable et il disait puisque je pars en vacances, jamais du travail. Et c'est ça aussi, l'entreprise, on y pense la nuit, on y pense en vacances, et ça joue toujours sur la vie pro et perso, parce que le temps de travail moyen d'un chef d'entreprise est entre 50 et 60 heures par semaine.
Le nombre de jours de congés pris à l'année est pour quasiment la moitié est inférieur bien sûr à 4 semaines. Et il doit y en avoir à peu près la moitié sur cette moitié, donc 25%, qui ne prennent moins de 2 semaines par an de congés. Donc tout ça, on se rend compte effectivement qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui vit en permanence avec du stress. Alors on parle toujours de bon stress, mauvais stress, mais enfin c'est du stress. Et qu'effectivement en fonction de la personne, on supporte plus ou moins. C'est peut-être aussi pour ça que tout le monde n'est pas chef d'entreprise. Il faut pouvoir aussi supporter, accepter et vivre avec ce stress. Alors il y a des bons côtés parce que c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement valorisant. Même si au niveau des salaires des petits chefs d'entreprise, on est très loin du CAC 40 parce que la moitié des petits entrepreneurs n'ont même pas le SMIC. Le SMIC rapporté d'ailleurs à 55 heures par semaine, vous voyez que finalement le coût horaire est quand même très bas. Ça fait pas beaucoup de pain au chocolat par heure, tout ça. Voilà, exactement. Ou des chocolatines. Mais ce qui fait que nous on voit arriver au tribunal de commerce effectivement des entrepreneurs qui sont en grande souffrance parce que l'entrepreneur perd sa fierté d'être patron. Parce que ça aussi c'est aussi une chose sur laquelle on est content. On est des gens. Enfin, je dis j'ai bien compris, je suis on est des gens enthousiastes, optimistes, passionnés, mais cet enthousiasme et cette passion et cet optimisme fait que quelquefois on peut arriver au déni. Et donc le déni, c'est ce qu'on entendait tout à fait avec Christelle. C'est ce que tu as dit Christelle tout à l'heure. Et que finalement, quand ils arrivent au tribunal de commerce, et là je reboucle avec le tribunal de commerce, mais effectivement, ils ont vécu pendant un certain nombre de semaines, de mois, les huissiers, et puis tout ce qui est finalement dû au fait qu'ils ont des dettes et qu'ils peuvent pas répondre. Et quelque part, quand ils arrivent, on leur dit, vous allez être sous la protection du tribunal. C'est dommage, vous venez un peu tard parce qu'il y a des mesures préventives et parfois c'est trop tard. Mesures préventives, 80% des entrepreneurs qui viennent, 90% même au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 90% qui viennent en procédure donc préventive, s'en sortent. S'ils viennent par contre en redressement judiciaire, il y en a pas 10% qui s'en sortent. Donc c'est important de bien se rendre compte de ça. Et donc l'entrepreneur, donc il perd sa fierté d'être patron, il perd ses revenus. Il perd son patrimoine parce qu'il a mis des cautions. Il a fait également ce que fait tout joueur de poker à la table, il tape les amis, il met en compte courant ses économies, il tape la famille, et donc les cautions qui seront à venir, et puis parfois bien sûr il perd sa famille parce que finalement c'est ce que tu disais Mathieu tout à l'heure avec les 3D, la fonction des 3D qui sont et donc ils arrivent très fatigués, très difficiles, et donc pour certains ça va pas, et c'est pour ça qu'on a avec des risques de crise suicidaire, et c'est pour ça que l'association APESA intervient pour leur aider à le passer le cap. Dans ce que nous disait Mathieu, il y a un entrepreneur sur deux, un chef d'entreprise sur deux qui dort pas bien. Ça aussi, ça vous a marqué. Alors, il y a cette nuit, on a parlé de la solitude du dirigeant dans la journée, mais la nuit aussi finalement. Souvent la journée il est occupé, donc il n'a pas le temps de penser. Il règle ses problèmes. La nuit, pour l'avoir vécu, la nuit, c'est le cerveau continue finalement de fonctionner. Alors on a beau s'endormir en pensant à des choses positives, et puis la fatigue fait que on finit par s'endormir, et en fait on peut se réveiller en pleine nuit, et là le problème qui finalement dans la journée est un problème et peut-être pas si grave que ça devient la nuit quelque chose qui peut amener même à limite faire des crises d'angoisse, c'est-à-dire que les idées sont plus noires, voilà. Et donc moi sur des périodes comme ça, je sais que ça m'est arrivé de me lever en pleine nuit, pas parce que je n'étais pas fatiguée, mais parce qu'il fallait que j'arrête de penser. Ça c'est terrible, c'est terrible. Et justement, arrêtez de penser, vous avez eu, on peut le dire, Sofareb, donc c'est situé à Longève, en Sud-Vendée. Oui. Vous avez eu un litige avec un fournisseur il y a maintenant 20 ans quasiment, enfin un petit peu moins. 2010. 2010, ouais, ah oui, non, beaucoup moins. Justement, quelles ressources vous êtes allé chercher, parce que ça a duré très longtemps, justement, jusqu'en 2015-2016. La classe à ce moment-là, ça s'est terminé, alors déjà, si au départ on avait su que ça aurait duré aussi longtemps, je sais même pas si on y aurait mis la même énergie. Je dis il y avait mon père qui était avec nous à l'époque et mon frère. Donc déjà on était 3, donc c'était déjà très
j'étais maman, j'avais deux filles bas âge, donc j'avais une vie de famille, et donc à un moment donné, je commençais effectivement, j'étais très stressée, donc ça joue aussi sur la vie de famille, mon mari, et donc il fallait. À un moment donné, j'ai un papa qui m'a dit une journée, qui s'est fâché contre moi. Il m'a dit, écoute, arrête de te taper la tête contre les murs. Non seulement tu vas te faire mal, mais en plus ça ne réglera pas le problème. Et à partir de ce moment-là, il m'a sorti un mot qui s'appelle le lâcher prise. Et il m'a dit, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Et qu'est-ce que c'est dur de lâcher prise quand on est dirigeant? Ça s'apprend. Il faut s'obliger à le faire. Et moi, ce qui me l'a appris, ce qui m'a obligé à le faire, c'est mes deux filles. À l'époque, il fallait que quand je rentre le soir, je laisse les problèmes au bureau et que je sois une maman. Et ça a été le booster en fait. Et c'est ce qui m'a finalement appris à me dire, de toute façon, je rentre à la maison, quoi qu'il se passe, je ne peux pas faire d'action. Parce qu'en fait, c'est ça, on est toujours dans l'action. On a un problème, mais c'est humain, on veut tout de suite vouloir régler le problème. Sauf que quand vous partez du bureau avec un problème, vous pouvez même pas essayer d'appeler pour résoudre le problème, vous pouvez faire ce que vous voulez, la vie s'arrête, c'est la vie perso qui prend le dessus, et donc il faut vivre, il faut passer la soirée avec ça. Et en fait, à un moment donné, je m'y suis refusée. Voilà, je me suis dit, il faut que j'apprenne à laisser mes soucis au bureau, je verrai ça demain matin quand j'arriverai. Et donc, ça s'apprend, c'est dur. Alors effectivement, les réveils nocturnes, des fois, paf, ils arrivaient. Mais par contre, voilà. Donc, et je me conditionnais. Donc, quand je reprenais ma voiture le matin pour aller au travail, je laissais mes filles à l'école. J'ai 10 minutes de trajet qui étaient pour moi essentielles, c'est-à-dire que ça me mettait, en fait, je me préparais à me mettre dans la situation. Conditionnement mental pour arriver. Je prenais une grande inspiration et je me disais, allez, go, on y va. Voilà. Et en fait, moi, ça a duré 8 ans, ça a été très très long. Mais je me suis rendu compte que c'est les problèmes. Alors, c'est des étapes. C'est-à-dire que finalement, la solution arrive. Elle arrive pas toujours au moment où on voudrait. Souvent, on voudrait le résoudre. Enfin, quand on est pollué comme ça, on voudrait que ça se résolve. Ah oui, on veut que ça aille vite. Voilà. Et donc, j'ai appris aussi à me dire, là, c'est un problème, c'est compliqué, mais je ne vais pas prendre ma décision maintenant. Je vais me laisser le temps. Je vais attendre. Parce qu'à un moment donné, j'aurai la solution. Je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, avec la connectivité, on reçoit un mail sur le téléphone ou on reçoit un appel, on a tendance à vouloir, il faut être rapide de vouloir. Et en fait, j'ai appris aussi, à un moment donné, à réfléchir, à me dire comment je dois réagir, comment il va falloir que je réagisse, quelle sera la meilleure décision. Ça, c'est des choses, en fait, qui s'apprennent, en fait, complètement. C'est cet apprentissage long et compliqué du lâcher-prise. Ça fait partie de l'accompagnement que vous proposez, Christelle, aussi aux dirigeants que vous accompagnez ou aux cadres dirigeants que vous accompagnez? Alors oui, je dirais que chaque accompagnement est différent, mais effectivement, la prise de recul est très importante parce que le dirigeant est toujours au cœur du cyclone. Et justement, il faut réussir à s'extirper de ça pour respirer, prendre le temps. Et c'est en relevant la tête du guidon, comme on dit souvent, que là, les solutions peuvent arriver. Et ça, c'est primordial. Et oui, ça s'apprend. Ça s'apprend, ouais, effectivement. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler, heureusement. C'est même assez surprenant. Que c'est au moment de la prise de recul qu'on trouve la solution. Oui, tout à fait. Et ça, c'est compliqué de réussir à l'entendre sur des dirigeants qui arrivent et qui veulent être dans l'action? Ah oui, ça peut être très compliqué pour des dirigeants, par exemple, qui n'ont jamais pris de vacances ou pour eux, effectivement, un dirigeant, c'est un homme d'action ou une femme d'action. Donc, leur dire stop, vous arrêtez, ça, pour eux, c'est inconcevable. C'est pas possible pour eux, ça veut dire mourir. Donc c'est leur faire, les aider. Parce que, l'accompagnement, c'est pas leur donner de conseils, mais c'est les aider à trouver leurs propres solutions et les aider à changer de mindset, en fait. Changer d'optique, ouvrir les voies, les champs des possibles. Et c'est là que, j'avais pas vu ça comme ça, mais alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ah, bah oui, je pourrais tester ça. OK. Est-ce que vous pourriez essayer ne serait-ce qu'une fois pour voir ce que ça fait? Et en général, ils testent une fois et là, waouh! Je suis étonnée de ce que ça a produit. Je pensais pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, je vais peut-être revoir ça et finalement, je vais peut-être l'intégrer un peu plus dans mon quotidien. Vous voyez, en fait, c'est par étapes, c'est des petits pas, et puis chacun son rythme.
Et chaque personne est différente. Et c'est ça que j'adore, moi, dans les accompagnements. C'est que je suis passionnée par l'être humain. Et en fait, il n'y en a pas un qui est pareil. Et c'est chouette. À quel moment, on a entendu les signes vraiment très dramatiques dont vous nous avez parlé de façon personnelle, Christelle. Ouais. On a entendu les signes, Michel, dont vous nous avez parlé, de les dirigeants viennent trop tard, c'est déjà trop tard pour redresser, en fait, trop tard pour relancer économiquement l'entreprise. À quel moment on a une alerte? Parce qu'on n'a pas tous un papa comme vous, Laure, qui nous dit là, stop, t'es une maman, il faut, on apprend à lâcher prise. Et à quel moment on essaye de demander de l'aide? Et je dis bien essayer de demander de l'aide parce que ça aussi, sûr. On l'a compris que pour un dirigeant, c'était compliqué. Ah, c'est très compliqué pour un dirigeant de demander de l'aide. Ça veut dire qu'on n'est pas assez fort. Qu'on n'a pas cette cape de super-héros dont vous avez parlé. Voilà. Et puis, la société attend des dirigeants qu'ils soient des super-héros et pense qu'ils sont des super-héros. Mais non. Malheureusement, on n'en est pas. Malheureusement et heureusement. Et bien, les symptômes, il y a quand même des symptômes assez parlants. C'est quand il y a une fatigue chronique. C'est-à-dire que même en se reposant, on n'est pas reposé. Il y a des difficultés de concentration, des difficultés à prendre ses décisions. On met longtemps à prendre ses décisions, c'est flou, on est dans le brouillard. Il y a un isolement social. Vous savez, quand il y a des dirigeants, il y a des groupes de chefs d'entreprise, etc. Quand un jour, il y a plus personne, la personne ne vient plus, alors qu'elle venait tout le temps, il faut se poser la question. Ça peut être un signe. C'est un repli social, un isolement, parce que elle ne peut plus gérer ça. C'est trop pour elle. C'est beaucoup trop. Et puis, il y a un enfermement et une capacité, une espèce de robotisation des choses. C'est-à-dire qu'on prend moins en compte l'autre. Et c'est normal parce qu'il n'y a plus l'énergie pour ça. Donc, on se reconcentre sur soi. Et donc, c'est c'est tous ces signes. Il y a une perte de sens, une irritabilité. Donc, souvent, l'entourage peut vous dire des choses. Ah dis donc, je te trouve vachement irritable en ce moment. Ou qu'est-ce que ça va pas. Et là, faut pas dire non mais tu comprends pas ce que je vis. Là, il faut dire ça fait 3 fois qu'on me le dit. Voilà. En fait, c'est peut-être moi. Exactement. Là, à un moment donné, il faut se dire tiens, ça fait 3 personnes effectivement qui me le disent. Faut peut-être qu'à un moment donné, je me pose la question quoi. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais faire un break. Ne serait-ce que d'une journée, pour prendre du recul. Et le monde ne va pas s'écrouler parce que le dirigeant prend une journée de break. Surtout que le dirigeant, en fait, le souci, la problématique en général, c'est que le dirigeant ou la dirigeante ne s'autorise pas à prendre soin d'elle. Sauf que c'est stratégiquement intéressant de le faire. En parlant en termes d'entreprise, alors humainement évidemment, mais c'est aussi stratégiquement et économiquement intéressant de le faire. Parce que le dirigeant qui prend soin de lui, l'équipe va le ressentir et ça va montrer à l'équipe qu'il faut prendre soin de soi. Donc l'équipe va faire de même. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Par phénomène de systémie, l'entreprise sera meilleure économiquement. En fait, c'est un espèce de cercle vertueux. Et le dirigeant, qu'est-ce qu'il est ? Il est le symbole de son entreprise. Il doit montrer l'exemple. Il doit être exemplaire. Donc, comment peut-il prendre soin de la santé de ses équipes, comme il doit le faire dans le document unique, n'est-ce pas, qu'on connaît tous, si lui-même, il prend pas soin de lui ? C'est pas possible. Vous savez, il y a une métaphore comme ça dans l'avion. Quand il y a des turbulences, les masques à gaz tombent, les masques pour respirer tombent, et si le dirigeant donne son masque aux autres, il va tomber évanoui, donc il pourra pas prendre soin des autres. Il faut d'abord le mettre à soi. Et c'est vrai, dans les consignes de sécurité, ils disent d'abord mettez votre masque et après on peut aider les autres. Voilà. Et ça, c'est puissant. Et c'est difficile parce qu'on est, comment dire, on peut croire que c'est égocentrique ou quelque chose comme ça. Mais qui est mieux placé que soi-même pour prendre soin de soi ? C'est notre responsabilité de chaque être humain, en fait. On peut pas le reporter sur les autres. Donc ça commence déjà par soi. Michel, parfois on n'écoute pas ces signes. Et parfois, on arrive et on est envahi de ces pensées nocturnes. On n'arrive plus à se sortir des idées noires dont vous parliez, Laure. Et s'immiscent là des idées suicidaires. Là, on fait quoi si, ne serait-ce qu'une fois, on y a pensé ? La difficulté, c'est que la personne est renfermée sur elle-même, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, et ne communique pas. La difficulté, c'est de détecter finalement, que l'entourage puisse détecter que la personne ne va pas bien. Et ça, c'est forcément difficile. J'avais juste un petit point sur les signes avant-coureurs. Le premier signal, si vous êtes entrepreneur, c'est votre sommeil.
Si votre sommeil commence à se dégrader, attention, vous commencez à rentrer dans un processus qu'il faut arrêter. Et ce processus peut amener effectivement à ce qu'on parlait tout de suite sur les idées suicidaires. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut essayer d'arrêter, d'endiguer ce processus. Et donc à Apesa, effectivement, on a appris à poser les questions. Comment allez-vous? Est-ce que je dois m'inquiéter pour vous? Déjà, on dit comment allez-vous, on dit pas ça va. Non. Comment allez-vous? Ce sont les sentinelles, c'est oui. ça, aujourd'hui vous avez des sentinelles à Apesa. Tout à fait, et donc on a une formation, parce que nous sommes des bénévoles, principalement c'est les gens qui tournent autour du tribunal de commerce, et puis les partenaires aussi, on a des partenaires CCI, CPME, MEDEF, CMA, voilà, donc un petit peu tout le monde économique. Et donc on apprend à poser la question, comment allez-vous? Est-ce que je dois m'inquiéter pour vous? Jusqu'à quel point je dois m'inquiéter pour vous? Est-ce que vous avez des idées suicidaires? Autrement dit, on s'intéresse à la personne. On prononce le mot idée suicidaire? Oui, tout à fait. C'est une chose que j'ai apprise, c'est que parler du suicide à quelqu'un qui veut se suicider, ça va pas le pousser à passer à l'acte. Au contraire, il va se rendre compte qu'on s'intéresse à lui et qu'on va essayer de lui apporter de l'aide. Par contre, si vous lui dites ne te suicide pas pour tes amis, ta famille, ça il l'entendra pas. Il a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui lui tende la main pour aller le rattraper. Et donc le principe d'Apesa est donc d'être dans cette écoute, dans cette aide, et être aussi dans l'accompagnement. C'est-à-dire que l'entrepreneur, avec son accord, on lui dit voilà, vous allez pas bien, on a une solution pour vous, ça s'appelle Apesa, et donc on va vous accompagner, on va vous proposer des séances de psy avec une évaluation à distance pour savoir, par un professionnel, par un psychologue, pour savoir comment vous allez, parce que moi je suis bénévole, je suis sentinelle, mais je suis pas psy. Et donc le psy à distance va faire l'évaluation de l'état de santé, et si ça va pas, après c'est un psychologue local, le plus proche du domicile de l'entrepreneur, qui va l'accompagner. Dans toute cette démarche, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on va vers l'entrepreneur, c'est-à-dire que dans l'état où il est, il ne peut pas appeler. C'est nous qui devons le prendre en charge. Et on va vers lui, et donc à chaque phase, la sentinelle fait sa fiche d'alerte. La fiche d'alerte est reçue par une plateforme qui s'appelle Vive Écoute et Solutions, et qui a en son sein des psychologues qui rappellent l'entrepreneur. En moins de 24 heures, c'est l'engagement pris au niveau de la plateforme. Vous voyez, c'est rapide, mais dans les faits, on est plutôt à 12 heures. Et dans j'ose poser cette question à un copain dirigeant ou voilà, quelqu'un me disant est-ce que tu as des pensées suicidaires? Il me répond oui, je fais quoi? Vous m'appelez et on s'occupera de lui. Donc c'est ça, tout de suite on n'essaye pas de prendre en charge tout seul. On appelle une association, on appelle un médecin, voilà. Tout à fait, et essayer de rester à côté de lui le plus longtemps possible, parce que le principe de la crise suicidaire, c'est que la personne va bien et d'un seul la crise démarre, et le passage à l'acte il peut être assez rapide, voire même parfois très rapide, et d'où l'importance effectivement d'agir vite. Et de ne pas laisser la personne toute seule longtemps. On a parlé de cette pression de la société, du dirigeant super-héros, du dirigeant marathonien, du dirigeant athlète de haut niveau, de ce sentiment de si je m'en vais de mon entreprise, tout va s'écrouler. Il y a une sensibilisation à faire pour repérer les signaux, mais il y a peut-être quelque chose à mettre en place de plus profond, notamment sur les comités de direction, notamment sur la gouvernance, etc. Ça, comment est-ce qu'on arrive à le faire? Vous avez réussi, vous, leur à dire, à votre codir, ça va pas? Nous, la plus grosse erreur qu'on a faite, on a été effectivement 8 ans en grande difficulté à se battre. Alors la chance qu'on avait, c'est qu'on était 3, c'est vrai, dans l'entreprise, mais et on a réussi. Et en fait, un coup qu'on s'en est sorti, on s'est rendu compte de l'erreur qu'on avait commise, de rester isolé et d'avoir vécu ça entre nous. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est structuré. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'un chef d'entreprise, là aussi, il a beaucoup de pression, mais il a aussi un gros défaut, c'est qu'il a souvent du mal à déléguer. Et finalement, avec mon frère, on a un petit peu analysé l'organigramme de l'entreprise. Moi, j'ai 40 salariés, et c'était de se dire, mais en fait, est-ce qu'on peut pas se soulager au quotidien et déléguer et donner des responsabilités
de choses en fait on pensait que c'était en fait notre rôle et finalement de dire est-ce qu'on peut pas voir, et en fait on a reformé notre organigramme, on a donné des responsabilités à des salariés et donc ça a fait aussi un effet de valorisation interne, et puis nous du coup on s'est octroyé en fait un peu plus de temps, mais pas du temps forcément pour être dans l'entreprise, mais pour nous. Et mon frère, lui, ce temps-là l'a passé parce qu'il est sapeur-pompier volontaire, et donc depuis il est devenu chef de centre, donc dans sa passion des pompiers. Et moi, en fait, tout naturellement, je suis sortie de mon bureau et je me suis engagée, peut-être pour mieux comprendre aussi le fonctionnement de la société d'aujourd'hui et le rôle des chefs d'entreprise dans la société. Et donc, je me suis engagée auprès de la CPME, puis la CCI. Je suis aussi dans le réseau Entreprendre Vendée, qui m'a aussi permis de sortir au tout début. Et finalement, le réseau, se retrouver entre chefs d'entreprise, y a rien de mieux en fait pour se comprendre et peut-être aussi nous rassurer par moment, se dire en fait lui il a fait ça, c'est peut-être pas mal. Et je reprends aujourd'hui une phrase que j'ai vue l'autre jour sur une visio auquel j'assistais, sur l'accompagnement des chefs d'entreprise en difficulté. Un chef d'entreprise qui sort est aussi un chef d'entreprise qui s'en sort. Et j'ai bien aimé cette phrase parce que finalement, c'est peut-être aujourd'hui la plus belle chose que j'ai pu faire en tant que chef d'entreprise, c'est m'ouvrir dans tous ces réseaux. Alors il y a les clubs entreprises, ça peut être de plein de façons différentes, mais à un moment donné, alors c'est vrai, déléguer. Alors moi je suis comptable de métier, donc prendre une comptable, c'était de dire non, je vais pas prendre une comptable, je sais faire. Et en fait, à un moment donné, elle m'a pas piqué ma place du tout. Elle m'a juste permis d'être plus disponible, plus libre, et prendre beaucoup plus de hauteur et de m'épanouir, en fait. Et aujourd'hui, alors, je m'épanouis dans mon entreprise, mais alors, je m'épanouis aussi dans tout ce que je peux, tous les gens que je rencontre, en fait, à aller dans ces réseaux-là, et la richesse, en fait, que ça m'apporte. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ça parce que pour eux, ils vous contactent directement aujourd'hui, certains dirigeants en difficulté. Est-ce que c'est pour vous donner ce que vous n'avez pas eu à l'époque, où vous avez été démunis En fait, c'est la première chose qu'on a fait quand on s'en est sorti, parce que il y avait la réputation, les gens disaient Sofareb va mal, Sofareb va tomber, voilà. Ça c'est un peu aussi quand on parle du regard des autres, c'est oh là là, on sait pas trop. La première chose qu'on a faite, on a fait une fête entre guillemets, on a invité nos clients, nos fournisseurs, les journalistes, et on s'est dit on va raconter ce qui nous est arrivé. Et donc on a d'ailleurs cet article de journal dans nos bureaux aujourd'hui qui s'appelle Nouvelle image pour nouveau départ. Alors c'était un peu fou, on sortait du truc, on se dit on va faire une fête, des petits fours, etc. Et on a raconté, en fait, dire en fait oui, on allait mal. Ouais, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait, c'est le passé, et on repart. Et donc on s'est réapproprié quelque part le droit de dire on s'est battu, alors on a gagné, mais voilà, ça nous arrive à nous aussi. C'est pas tabou. Dans ce que vous dites, Laure, dans ce que vous avez aussi dit, Christelle, j'entends l'importance de verbaliser, y compris aux salariés. Vous l'avez toutes les deux fait quand ça allait mieux. Oui. Il faut attendre que ça aille mieux ? Non. Ou alors il faut le dire ? Il faut le dire. C'est mieux de le dire avant, oui. Ça évite les quiproquos, ça évite... Et on a du soutien en plus quand on en parle. Complètement. Et du soutien qui est parfois surprenant. On ne s'attend pas de certaines personnes et c'est là qu'on voit la richesse humaine qu'on a autour de nous. Et qui est parfois insoupçonné du chef d'entreprise. Moi, ce qui s'est passé, on a raconté l'histoire, on l'a raconté publiquement, et j'ai été très surprise du nombre de chefs d'entreprise. Alors, Apesa n'existait pas, moi à l'époque, et aujourd'hui je suis très très heureuse que ce soit en place. Mais je me suis retrouvée très rapidement avec des chefs d'entreprise qui m'appelaient parce que j'avais vécu des difficultés et qui m'appelaient en me disant je sais que tu as eu des problèmes et moi j'en ai. Une sentinelle aussi. Complètement.
Voilà, donc je devenais, en fait, je recevais en fait ces chefs d'entreprise, et donc je leur amenais le soutien que je pouvais. Et après, c'est vrai que du coup, les réseaux dans lesquels je suis m'ont permis aujourd'hui de les orienter et d'aller les amener aux bonnes personnes pour pouvoir les aider et pouvoir les accompagner derrière. On l'a évoqué dans le décryptage de Mathieu, au plus haut niveau de l'État, dans les textes de loi, ça reste quand même très la responsabilité du dirigeant, même si vous déléguez, il y a beaucoup de protection sur les salariés, il y en a quasiment pas sur les dirigeants, y compris sur cette santé mentale. Il faut faire quoi aujourd'hui ? Il faut écrire quoi ? Il faudrait quoi comme loi pour que ça soit mieux pris en compte ? Alors, allez-y Christelle, Michel après. Il y a eu une petite avancée de la part de la médecine du travail qui aujourd'hui reconnaît l'existence de la santé du dirigeant. Ça fait 2 ans, je crois. Oui. Donc, c'est déjà un progrès, parce qu'avant, on n'existait pas. Notre santé n'existait pas par rapport à la médecine du travail. C'est quand même un comble, quand même, quand on voit ça. Donc, la société, elle progresse, même si on trouve ça toujours très long. Et je pense qu'il y aurait un bilan, on fait un bilan comptable et financier tous les ans, mais pour moi, il y aurait un bilan humain à faire, pas que pour les équipes, mais pour le dirigeant lui-même, qu'il se questionne, qu'il prenne du recul. Non, parce qu'il y a des entretiens annuels pour les salariés, voilà. Mais le dirigeant, il fait l'entretien lui-même devant son miroir. Voilà, c'est ça. Mais il va le faire économiquement. Il va regarder sa boîte, comment elle tourne, la stratégie. Pourquoi ? Parce qu'il est passionné par ça. C'est un homme de terrain, d'action, une femme, etc. Mais par contre, sa santé mentale, en général, ça, ils mettent un couvercle dessus. Et pourtant, les dirigeants et dirigeantes, ce sont des gens qui font face aux problèmes au quotidien, aux défis au quotidien et en jeu. Et ils savent pertinemment gérer ça. Ils savent faire un diagnostic, ils savent mettre en place un plan d'action, voir l'objectif où aller, ils savent le faire. C'est juste que la santé mentale, pour eux, c'est pas un vrai sujet, ou alors c'est compliqué de le voir. Et du coup, ils mettent le couvercle. Sauf que ça, justement, si cette émission peut aider à ça, à des prises de conscience, que ce n'est pas subsidiaire, c'est primordial, c'est une clé de voûte dans la réussite de votre entreprise, dans votre épanouissement, dans celle de votre équipe, dans celle de vos clients, pour tout le monde en fait. Ça a un lien et pour toute la société, si on va au sens plus large. Donc si on peut créer une société, moi c'est de ça, je me vois comme un petit colibri, comme vous tous, on amène notre pierre à l'édifice. Moi j'aimerais qu'un jour, dans notre société, on dise simplement, comme je me suis caché la cheville, je suis en train de faire un burn-out, et qu'il n'y ait aucun problème. On peut le dire, on n'a pas peur. Ça, ce serait, le jour où on arrivera à ça, je pense qu'on aura bien avancé et ce serait chouette. Michel ? Oui, écoutez, je pense qu'il y a quand même effectivement derrière tout ça un problème de reconnaissance du chef d'entreprise, du statut du chef d'entreprise. Ça, c'est quelque chose dont souffrent beaucoup de chefs d'entreprise. Il y avait eu un stressomètre qui avait été réalisé par un Maroc, justement, que Mathieu citait tout à l'heure. Dans les items, effectivement, qui est de stress pour le chef d'entreprise, c'était tout ce qui touche à la pérennité de son activité, de son entreprise, à commencer par le dépôt de bilan. Mais dans les items, il y avait aussi le manque de reconnaissance du statut du chef d'entreprise. Et ça, c'est aujourd'hui un petit peu le prisme qui est faussé aujourd'hui avec au travers les médias qui portent beaucoup. Et puis le gouvernement, et puis l'idée qu'on se fait de la société, où il y a effectivement les très grosses entreprises, mais les très grosses entreprises, c'est moins de 1% des entreprises en France. Et encore plus en Vendée. On ne parle pas des 99, je crois c'est 6% de TPE, PME en France qui vivent une réalité complètement différente de celle qu'on nous présente et que l'on vend entre guillemets aux générations futures. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un statut social. En fait, il y a un statut social mais sans statut juridique. Oui, c'est malheureusement le cas, mais il y a pas d'école pour être chef d'entreprise, il y a pas de reconnaissance, il y a pas de n'importe qui. Tout le monde, plutôt, pardonnez-moi, le terme n'est pas beaucoup près. Tout le monde a envie d'être chef d'entreprise pour l'image de la start-up aujourd'hui, de la licorne et du 440, mais les licornes, il y en a une sur 100 000 et encore, même pas. C'est pire que le football, entre guillemets. Vous pouvez avoir des divisions un peu inférieures, mais là, c'est pas le cas. Donc c'est toute cette frustration qu'on peut aussi rencontrer au niveau des entrepreneurs. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à
le Covid a quand même permis des avancées psychologiquement. On parle aujourd'hui de santé mentale, de chef d'entreprise, on n'en parlait pas avant. On parle de l'accompagnement, parce que ça aussi, je pense que c'est une chose un peu nouvelle, que le chef d'entreprise a compris que ne pas rester seul, c'est peut-être plutôt une bonne chose. Et puis également, le Covid, alors là c'est un peu moins évident, mais avec l'enseignement du Covid, c'est que même des bons peuvent disparaître. Auparavant, on avait une vision économique, de la réalité économique, c'était une crise, les mauvais disparaissent, les bons se renforcent. La loi du plus fort. Là, c'est plus le cas. Et ça veut dire, et je pense que tous les entrepreneurs ont pris un petit peu ont compris ça, qu'ils sont tous fragiles. Nous sommes tous fragiles. Donc ça joue aussi un petit peu sur l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure, et cette incertitude, c'est jamais très bon pour le moral, et encore plus pour la partie psychologique. Laure, pour vous, il faudrait écrire quoi dans la loi ? Moi, ces derniers temps, on pourrait dire qu'avec le temps, les choses s'améliorent. Effectivement, on parle de santé mentale, mais c'est vrai que ces derniers mois, je dirais au niveau législatif, m'ont beaucoup frustré en termes de communication. Alors c'est vrai qu'il faut un budget, c'est vrai qu'il y a des débats parlementaires, mais j'ai trouvé qu'on avait parlé du chef d'entreprise d'une manière très désagréable, sur la représentation, la communication que nos députés ont pu à un moment donné avoir dans leurs débats. Et je me dis, il y a encore du chemin, il y a encore du travail. À les écouter, un chef d'entreprise, forcément il gagne beaucoup d'argent, il a des super holdings où dedans il met toutes ses œuvres d'art, son bateau, etc. Pour faire de la fraude fiscale. Pour faire de la fraude fiscale, parce que on le sait, un chef d'entreprise, forcément essaye de s'en mettre plein les poches dès qu'il peut. Moi j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec cette communication qui a été faite ces derniers temps. Et c'est vrai que si ma voix à un moment donné peut aller vers des élus ou vers des gens qui travaillent dans l'administration, c'est de leur dire mais arrêtez de penser que tout le monde est riche quand on est chef d'entreprise, ou que et pas oublier que finalement aujourd'hui effectivement on a une France en déficit, on a un redressement à faire, mais que ce redressement il passera par le travail et par les chefs d'entreprise, et quelque part j'ai l'impression que au lieu finalement de nous encourager, on finit par nous dégoûter, quoi. Voilà. Et vraiment, certains, il y a des moments, et c'est des discussions que j'ai avec mon frère, c'est de se dire finalement pourquoi on fait tout ça, quel est le but en fait. Mais après ça s'explique pas. On l'a ou on l'a pas, et puis nous on l'a dans les tripes, et je crois que malgré tout, je pourrais dire ce que je veux. Je me lèverai encore demain. Merci beaucoup à tous les trois. Christine Lolo, coach et formatrice professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants et des équipes. Laure Roturo, co-gérante de Sofareb, membre de la CPME, élue à la CCI. Et puis Michel Caillet, président d'Apesa 85, d'être venu avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet encore tabou de la santé mentale. Je vais retenir deux choses. On nomme « As-tu des idées suicidaires ?» Et dans tous les réseaux de chefs d'entreprise vendéens qu'il y a en Vendée, si vous voyez un chef d'entreprise qui n'est pas là depuis plusieurs séances alors qu'il venait, inquiétez-vous. RCF Vendée, Aubéry Métro. Et nous poursuivons cette émission en feuilleté le numéro de l'IGI de ce mois-ci. On vous retrouve, Marie Lodouard, bonjour. Bonjour Aubéry. Alors c'est traditionnel, qui c'est qui fait la une de ce mois de février ? Benoît Gélin, président des œufs Gélin depuis 10 ans. Dans cet entretien mené par Mathieu Marin, le dirigeant raconte l'histoire de cette entreprise familiale vendéenne fondée en 1973. Implanté à Chauchet, le spécialiste des œufs a construit un modèle intégré de l'élevage à la transformation en nouveaux produits jusqu'au conditionnement et à la logistique internalisée. Avec près de 119 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés et plus de 3 millions d'œufs transformés chaque jour, la société figure parmi les acteurs clés
de la filière. Dans un contexte de consommation en hausse, mais d'offres sous tension, en cause la grippe aviaire et une concurrence internationale accrue, les OGLA sont confrontés à des enjeux majeurs de souveraineté alimentaire et de résilience. Pour y répondre, l'entreprise engage un plan d'investissement de 19 millions d'euros sur 3 ans afin de sécuriser son outil industriel, de réduire ses vulnérabilités sanitaires et de renforcer un modèle durable conciliant performance, responsabilité et vision à long terme. Et on reste dans l'agroalimentaire, puisque qui dit mois de février dit salon de l'agriculture. Et donc le prochain économètre de l'IGI est consacré au renouvellement des générations agricoles en Pays de la Loire. Effectivement, Aubéry, cette rubrique ouvre chaque mois le numéro d'IGI et reprend sous forme d'infographie et de chiffres une thématique économique. Et ce mois-ci, notre journaliste Juliette Michaud s'intéresse à la question, comme vous l'avez dit, du renouvellement des générations agricoles, enjeu vital pour la région. Et ce que l'on constate, c'est qu'un certain paradoxe caractérise le territoire. Selon l'Observatoire régional transmission installation des Pays de la Loire, la région affiche un taux de renouvellement de 60%, parmi les plus élevés de France, portés, comme on vient de le dire, par une forte demande d'installation. Mais la situation démographique reste préoccupante. 29 à 46% des chefs d'exploitation, selon le secteur, ont plus de 55 ans et les départs en retraite devraient diminuer jusqu'en 2030, compliquant l'objectif des 1000 installations annuelles. Le marché de la reprise est déséquilibré, avec moins de 300 exploitations disponibles pour plus de 1700 candidats. Les disparités territoriales sont marquées. Loire-Atlantique et Sarthe arrivent en tête, tandis que la Vendée reste en retrait. Le profil des repreneurs évolue, plus de diplômés et de plus en plus féminins. La région multiplie les dispositifs pour sécuriser les transmissions et soutenir l'activité rurale. Ce début d'année est aussi marqué par la rentrée judiciaire du tribunal de commerce, notamment celui de La Roche, qui s'est tenu le 20 janvier dernier. Ça a été l'occasion de faire un point sur les défaillances d'entreprises en 2025 et de dresser des perspectives pour l'année qui vient. C'est un temps fort de la justice économique vendéenne. Lors de son audience solennelle de rentrée, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a effectivement dressé le constat d'une économie vendéenne fragilisée. En 2025, le contentieux progresse de 9% et les défaillances d'entreprises augmentent, elles, de 15,5%, un taux largement au-dessus de la moyenne nationale. Les procédures amiables reculent de 17%. Ce recul s'explique souvent par une méconnaissance de ces procédures par les dirigeants, ce qui entraîne une prise en charge souvent trop tardive des dossiers. Le bâtiment, l'immobilier, l'hôtellerie-restauration et le commerce de détail sont les plus touchés par ces procédures collectives. La création d'entreprises reste dynamique avec 4705 immatriculations, soit plus 8%. Et on compte 89% d'auto-entrepreneurs parmi les personnes physiques. Ce dynamisme interroge toutefois sur une possible précarisation du travail dans un contexte économique et politique incertain qui met à l'épreuve la résilience vendéenne. Et alors sur le cercle des experts, on retrouve quoi cette semaine et ce mois-ci, Marie ? Alors ce mois-ci, Nicolas de la Taste, avocat au sein du cabinet Corday Vincent Ségurel, revient sur une proposition de loi visant à donner un cadre législatif aux enquêtes internes. La pratique croissante des enquêtes internes joue un rôle essentiel dans la prévention, la détection et le traitement des manquements au sein des entreprises ou des administrations. Pourtant, le déroulement n'est aujourd'hui ni codifié ni véritablement encadré en dehors des recommandations de l'Agence française anticorruption, du Conseil national des barreaux et du Parquet national financier. Autant de recommandations qui peuvent parfois diverger. Bref, c'est difficile d'y voir clair.
La proposition de loi du 9 décembre 2025 vise donc à introduire dans le Code du travail une définition de l'enquête interne comme, je cite, le processus formel mené au sein d'une organisation privée ou publique afin de vérifier si les faits allégués ou les soupçons de violation des lois ou des règles internes de l'organisation sont avérés. Pour en savoir plus, il vous suffit de lire le dernier numéro des JOBERRY. Merci beaucoup Marie, merci Mathieu Marin d'avoir été avec moi pour présenter cette émission consacrée à la santé mentale des dirigeants. Elle est réécoutable en podcast sur le site de RCF et sur toutes les plateformes. À bientôt.